Donc, bienvenue au cours d'aujourd'hui. On continue à voir qu'est-ce qu'on avait commencé dans les dernières semaines, le front-end de React. La semaine passée, on avait vu le principe de props. Donc, quand on travaille avec nos amis les components, on avait vu que c'est un principe d'encapsulation, de modularisation. Donc, on a notre page web qui va être représentée habituellement par un component app. Puis, à l'intérieur de ce component-là, app, on va rajouter nos propres components, comme dans les exercices passés. On avait fait un quote list. Puis, à l'intérieur du quote list, on avait des éléments qui étaient les différents quotes. Vous pouvez voir ici pourquoi je n'ai pas été en design ou en art. OK? Parce que je ne suis même pas capable de faire des rectangles. C'est-tu un crocodile? Oui, c'est un crocodile. Attends, je peux-tu hein? Tu vois, on voit très bien là, que c'est des quotes. La semaine passée, on a vu le principe de props. Donc, quand j'ai un component quelconque qui commence, je peux lui envoyer des informations qui vont être les props. Donc, à la création du component, j'ai des informations que je veux envoyer, mettons genre un nom de quelqu'un, un numéro d'identification. Donc, le principe de props me permet de dire, prends ces informations-là puis utilise-les à l'intérieur du dit component. Fait qu'on avait commencé dans l'exercice de la semaine passée le principe d'avoir une liste de quotes, qui était un tableau avec des objets à partir d'un fichier JSON. Puis à l'intérieur, on avait le quote lui-même, des auteurs. Puis à partir de ça, cette information-là était envoyée au quote list. Puis après ça, certains quotes allaient être envoyés aux différents mini-quotes. Donc, l'information partait d'en haut et était propagée à chaque étape. Les props, c'est pour de l'information qui descend puis qui reste statique. Okay? Donc, le principe de props, c'est qu'une fois qu'un component quelconque, une fois que ce quote-là est présenté, l'information à l'intérieur ne changera pas. Okay? Donc, le props, c'est pour de l'information statique. Là, évidemment, la question qui vient avec ça, c'est OK, qu'est-ce qui arrive si j'ai besoin d'avoir une information dynamique? Okay? Si j'ai besoin d'avoir une variable qui fait partie de mon component. Donc, le principe de variable dans un component, ça a un nom spécifique. On va dire que c'est l'état du component. Ou sinon, ce qu'on appelle ça en anglais, c'est le state. Donc, les props, c'est statique. Puis, quand on a besoin de quelque chose de dynamique, on va utiliser ce qu'on appelle le state. Donc, le principe du state, c'est de dire, j'ai un élément à l'intérieur de mon component, puis le but de ça, c'est que c'est variable dans le temps de mon application. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Okay? Donc, le principe ici, c'est que React, c'est un module, une librairie, un front-end framework, c'est tous des synonymes. C'est un book de code qui fait un paquet de choses. Puis ce paquet de choses-là, son but, c'est d'afficher une page web. Donc, React, dans son fonctionnement, essaye de mettre à jour la page le moins possible. Okay? Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités à l'interne qui font en sorte que la page va se rafraîchir périodiquement, mais seulement s'il y a une modification à faire. Puis pas seulement quand il y a des modifications à faire, s'il y a plusieurs modifications qu'il a besoin de faire en même temps, il va attendre les bundler ensemble pour être capable de juste faire un rafraîchissement pour être capable de minimiser le nombre de rafraîchissements de la page, ce qui va faire en sorte que la page est plus performante. Donc, il y a des mécanismes qui sont à l'interne, puis nous, il faut s'agencer à ces mécanismes-là pour utiliser toute l'efficacité possible de React. Donc, c'est pour ça que si on a des éléments qui sont statiques, on passe à des props.
Puis, si on a des éléments dynamiques, on va utiliser ce qu'on appelle le state. Donc, on va regarder comment est-ce que ça marche le state en général. Donc, aujourd'hui, pour la partie de state, qui est le gros morceau de théorie d'aujourd'hui, on va voir, comme la semaine passée, qu'il y a la version originale, okay, avec les classes, puis on a la nouvelle version qui se fait avec les components en tant que fonction, puis avec ce qu'on appelle les hooks de React. Okay? Donc, les hameçons, là, les crochets, un hook, là, comme Captain Hook dans Peter Pan. Donc, on a ces deux affaires-là à voir aujourd'hui. La version pour classe, je la montre parce que ça se peut que vous voyez du code qui existe comme ça, puis ça nous permet de mieux comprendre le mécanisme derrière, okay, du cycle de vie du component. Mais je vais préconiser, je vais vous demander d'utiliser la deuxième méthode qu'on va voir aujourd'hui, okay, qui va être avec les hooks puis avec les function components, parce que c'est la méthode moderne, c'est la méthode qui, dans le futur, va vous être demandée puis va être utilisée un peu partout. Désolé, il y a un pompier qui passe. Hein? Je ne peux pas contrôler ça. OK, c'est fait. Donc, on regarde le principe de cycle de vie et d'état à l'intérieur de notre élément. Donc, on va reprendre ici quelque chose qu'on avait fait auparavant. Donc, on avait vu le principe suivant. Okay? Où c'est qu'on pouvait... Donc, si je remplace ça au complet. Peux-tu me le reformater, s'il te plaît? Merci. C'était donc bien méchant de ne pas me le reformater correctement. Mais le div comme il faut, au moins. OK. Hop. OK. Fait que ça, c'est un code qu'on avait vu à la première semaine. OK? Donc, qui utilise qu'est-ce que nous, on connaît. Donc, on a un function component, OK, qui reçoit les props, qui, dans les props, a la date, OK, puis on met ça dans une espèce de chaîne de caractères. On a une fonction qui appelle le React DOM render. Okay? Donc, le React DOM render, c'est la patente qui va faire réafficher, okay, le render. Là, le rendering, c'est de peinturer. Okay? C'est ça le principe. Le rendering, c'est de peinturer, mais de manière informatique, la page au complet. Donc, je dis réimprime toute la page en utilisant le clock puis en envoyant une nouvelle date. On va pas mettre ça comme ça. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une fonction interne de JavaScript qui s'appelle setInterval qui dit, bien, à toutes les 1000 millisecondes, hein, donc à toutes les secondes, appelle cette fonction-là qui appelle render, qui réimprime la page. Fait que là, en ce moment, notre page web, à chaque seconde, ça réimprime toute la page. En ce moment, ce n'est pas très grave. On a juste un texte puis un horaire, mais si, admettons, j'aurais une page qui est loadée comme Facebook, okay, qui a 4-5 feeds de données, si à chaque fois je réimprime la page à chaque seconde, ça devient complètement infaisable. L'ordi va plus être capable de juste afficher cette page-là. Ça va être super lent. Ça va être problématique. Fait que le principe, en passant ici, dans les choses qu'on a appris la semaine passée, on a vu le principe de déconstruction d'objets. Hein? Fait qu'on sait que ici, c'est props.date, mais si je veux, je pourrais déconstruire mon props, juste aller chercher date pour se donner un petit ajout, hein? Puis être capable de juste aller marquer date sans marquer le props point. Hein? Donc, on se souvient de ça, de la déconstruction. Parfait. Fait qu'à chaque seconde, ça reroule ça, ça fait un new date qui est la date courante, ça l'affiche, puis ça rafraîchit toute la page. Bon, fait que nous, ce qu'on aimerait faire, c'est d'être capable de dire, OK, ben, en fait, je ne veux pas cette fonction-là. Ce que je veux, moi, c'est juste être capable de prendre tout ça, juste dire, OK, affiche-moi le clock,
Puis le clock lui-même va gérer son état, OK, où c'est qu'il y a l'heure à l'intérieur, puis lui-même va se mettre à jour. Puis dans cet état-là, après ça, le framework de React va décider, OK, ben à toutes les secondes ou à toutes les demi-secondes, moi, quand je vois qu'il y a un problème, je vais le changer puis voir qu'est-ce qui se passe avec. Fait que pour être capable de voir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment présenter l'information. Là, ici, évidemment, on n'a plus de name, là, ça ne marche plus. Donc, comment présenter cet état-là à l'intérieur du component. Fait que là, on prend ce qui est un props puis qu'on mettait à jour périodiquement, qui n'est pas ce qu'on veut faire, hein, parce qu'on veut que React prenne le contrôle de l'état puis soit capable d'optimiser l'affichage. Donc, on va transformer notre function component puis on va le remettre en classe. Fait que ici, on a la même chose qu'on avait auparavant, mais en version classe. Donc, on a le extend avec le React Component. On avait vu qu'on avait une fonction render qu'il fallait avoir à l'intérieur. Puis, on a ensuite le return qui, là, utilise le this.props.date comme on avait tantôt. Donc, ça ici, c'est le même code qu'on avait dans le function component, mais on l'a en version classe. Juste pour voir comment est-ce qu'on rajoute de l'état dans les classes, puis après ça, on va revenir dans les function components avec l'état, avec les hooks. OK. Fait que comment est-ce que je fais pour rajouter de l'état à mon component? Bien, on voit ici qu'on a utilisé le principe de props. Hein? On s'était dit que ce nom-là, ici, là, OK, props, puis quand on disait this.props, c'était un nom réservé. Hein? Donc, c'est quelque chose que React reconnaît comme étant un nom important, puis il sait que toutes les props s'en vont dans la propriété props. Bien, pareillement, on a la propriété state qui va être capable de gérer l'état. Donc, la première chose qui va se passer, c'est que je vais dire, ça ne sera plus un props que je vais utiliser, ça va être un state. Donc, le but du state, c'est de dire, ça, c'est quelque chose qui va changer à l'intérieur de la vie du component. Hein? Donc, quand on parle du cycle de vie, c'est de dire, à l'intérieur de l'utilisation de mon application, à l'intérieur de l'utilisation de ma page web, il va se passer certaines choses. Okay? C'est ça qu'on dit quand on parle du cycle de la vie du component. Donc, je dis que dans mon état de mon component, des choses qui vont changer, il y a quelque chose qui va s'appeler date, puis à partir de là, je vais pouvoir refaire blablabla, remettre-le en chaîne de caractères. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai ça à l'intérieur du state? Comment je fais pour dicter que, OK, je veux utiliser ça comme étant un état? Qu'est-ce qu'il y a dans date en ce moment? En ce moment, c'est nul. OK? Fait que ça n'existe pas, c'est pas super. Fait que là, nous, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un état initial à cet élément-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre constructeur. Hein? Donc, quand on a une classe, on a le constructeur. Quand c'est en Java, c'est le nom de la classe. Quand c'est en JavaScript, c'est la méthode constructor. OK? Donc, la méthode constructor qui reçoit les props. Ici, on utilise le super, donc la version de React Component pour envoyer les props pour tout setuper comme il faut. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dit, hey, j'ai un state. Puis, dans le state, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un objet avec une propriété date qui va être la nouvelle date. Fait à partir de là, on a l'utilisation de base, okay? Donc avec le render à part qui fait juste renderer le clock. On a le state qui est initialisé, puis je vois que ça utilise le state. Je vois que mon application recommence à fonctionner, mais on a un petit problème. L'heure est juste setupée une fois à la création ou à la première initialisation de la page. Hein? Donc, si je clique, ça change l'heure, mais il faut que je rafraîchisse la page. Fait que c'est pas super en ce moment parce que ça ne change pas à chaque seconde. Donc, on a réussi à utiliser le state, mais on n'est pas en train de modifier le state en ce moment. Une question rapide, Hugo. Ben oui. Là, tu appelles contrôleur constructor, donc j'imagine que tu commences en nous montrant l'approche. Ah, je viens de voir classe. Okay. Fait que tu commences exactement avec classe, puis ensuite, tu vas nous montrer l'autre. Exactement. Fait que ça, c'est comme l'ancienne méthode, la version initiale pour avoir l'état. Puis ça va aussi nous démontrer comment le principe de cycle de vie.
Puis, effectivement, après ça, on va retourner à nos function components puis voir comment utiliser l'état de ce côté-là. Fait que oui, là, ici, on est en train de voir la version class, okay, avec un état. C'est pour ça qu'on a le class clock, le constructeur, une méthode render, qu'on a vu. OK. Fait qu'avec ça, on a une première page qui est statique. Fait que là, le principe, c'est je veux être capable de dire je veux que tu te rafraîchisses à chaque seconde. OK? Donc, à chaque seconde, je veux être capable de faire quelque chose. Pour être capable de faire ça, okay, on va réutiliser notre méthode tick qu'on avait tantôt, qui va se faire, puis notre méthode setInterval, donc quelque chose qui va s'exécuter à toutes les secondes. Mais comment je fais pour l'intégrer à l'intérieur de mon component seulement? Bien, pour être capable de faire ça, on va avoir les méthodes du cycle de vie de l'application React. Donc, ça, c'est des méthodes comme render qui sont reconnues par React pour faire des choses à des moments opportuns. Hein? Donc, le render, c'est quoi son but? Ben, c'est de dire, quand je demande d'afficher quelque chose, de peinturer quelque chose dans mon écran, fais ça ici. Ben, ici, on a le component didMount, puis le component will unmount. Donc, le principe ici, c'est des méthodes qui vont s'activer à certains moments dans le cycle de vie du component. Fait que component didMount, qu'est-ce que ça dit? Puis en passant ici, si tu utilises WebStorm, ça va aller chercher la documentation de la librairie pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. On peut voir ici que ça dit c'est appelé immédiatement après qu'un component est mounté. Donc, le principe d'un component mounté, ça veut dire qu'il est accroché à la page. Okay? Il va être peinturé dans la page, il va être renderé, on dit qu'il est mounté. Fait que ça veut dire que cette fonction-là s'exécute après que cette partie de page-là ait été affichée. Donc, une fois que cette partie de page-là est affichée, ça va exécuter le code qui est là-dedans. Donc, dans cet élément-là, c'est là que je vais vouloir dire, OK, ben, je veux mettre quelque chose qui va s'exécuter à chaque seconde. Fait que c'est ici que je vais faire mon setInterval. Puis, je peux dire, je veux que tu fasses la fonction que je vais appeler tick, okay, qu'on n'a pas encore de fait, là. Puis, je veux que tu le fasses à toutes les 1000 millisecondes. OK? Donc, blablabla, timeout, excellent. Fait que là, en ce moment, si je regarde, c'est exactement qu'est-ce qu'on s'attend. Donc, je load, ça l'affiche. Une seconde après, on voit qu'il y a un message d'erreur qui dit « Hey, tick, c'est pas une fonction ». Puis je vois ici qu'à chaque seconde, ça l'essaye de réappeler tick, puis ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce point-là? Bon, on va se créer notre petite méthode tick. Et juste par principe, on va se mettre là-dedans un new date. Puis, si j'ouvre ma console, je peux voir qu'à chaque seconde, ça l'invoque la méthode tick, puis ça nous permet de gérer cet élément-là. Là, ici, il faut être des bons petits programmeurs, okay, des bons petits informaticiens. Puis, la chose qu'on va se dire, c'est, ben, quand, admettons, pour quelconque raison, je rafraîchis la page ou je change la chose, à chaque fois que j'aurai plus besoin de mon clock, je devrais arrêter d'essayer de faire des ticks à chaque fois. Fait que là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, quand on termine l'utilisation du component, fait que si on regarde ici, le component will unmount, c'est de dire juste avant que ce component-là arrête d'exister, arrête d'être utilisé pour quelconque raison, je vais exécuter ce qui est à l'intérieur de cette méthode-là. Fait qu'on a une méthode de setup, puis après ça, on a une méthode de cleanup. Fait que dans cette méthode de cleanup-là, ce que je veux faire, c'est arrêter l'intervalle que j'ai seté ici. Pour être capable de faire ça,
on a une méthode clearInterval, mais le clearInterval a besoin d'avoir, en gros, le timer qui a été setupé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est se créer une variable qui va être utilisée pour savoir, OK, bien ça, c'est le timer que j'ai créé ici, je le mets dans cette variable-là, comme ça, rendu ici, je vais pouvoir dire c'est ce timer-là que je veux que tu arrêtes d'utiliser. Fait que pour l'instant, ça ne change rien, OK? Donc, c'est juste pour être un informaticien qu'on fait ça, là. Nous autres, on continue de comprendre qu'on fait un set intervalle qui appelle la méthode tick qu'on a présentée ici, puis ça se fait à toutes les secondes. OK? Donc là, ici, on fait juste setuper notre système qui va s'incrémenter à chaque seconde. Ça n'a pas rapport avec l'état, ça n'a pas rapport directement avec le state. Hein? Donc, on a setupé le state. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre à jour le state dans cette méthode-là. C'est ça notre vrai objectif d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je fais pour changer le state? On met à jour le state dans quelle méthode? Dans Ici, laquelle? ça va être dans le tick. Donc, le tick est invoqué à chaque seconde. Okay. Donc, c'est dans lui qu'on va vouloir mettre à jour notre état. Donc, okay. Ici, ça, c'est exécuté à chaque seconde. Donc, on veut mettre à jour Donc, on veut mettre à jour, dans notre state, on a date, puis on veut le mettre à jour ici. Là, il faut faire attention, parce que quand on veut mettre à jour un état en React, okay, il y a tout un mécanisme derrière qui fait en sorte que l'application va rester efficace. Puis c'est extrêmement important d'utiliser ces mécanismes-là pour gérer l'état. Donc, la chose qu'il ne faut pas faire, okay, donc à ne pas faire. OK? Bad. OK? Je suis certain. OK? C'est d'aller dans l'état puis dire voici ma nouvelle version. OK? Donc, si je regarde, premièrement, ça ne marche pas. Deuxièmement, j'ai un warning, OK, qui me dit hey, tu ne devrais pas modifier l'état directement. Tu as mal fait ça, tu as mal utilisé React. Tu devrais utiliser la méthode setState. Donc, quand on veut modifier l'état, OK, donc pour modifier, on utilise la méthode setState. Donc, la méthode setState va prendre un nouvel objet JavaScript avec les nouvelles informations à l'intérieur, puis c'est ça qui va nous permettre de modifier l'état. Donc, on revient en arrière, puis on va utiliser la méthode setState. Donc, la méthode setState, c'est une méthode qui est fournie. OK? Puis, à l'intérieur, on veut mettre notre nouvel état. Fait que nous, ce qu'on veut changer, OK? Fait qu'on met ça en tant qu'objet JavaScript. Fait que je mets un objet. Puis, dans cet objet-là, je veux changer la date. Puis, je veux que ce soit la nouvelle date. Donc, à chaque fois que je fais tick, ça change. Puis, maintenant, je peux même enlever le console log. Puis, je peux dire ici que c'est à chaque seconde. Puis, je peux voir, holy shit, on est revenu avec quelque chose de fonctionnel. Puis, c'est quelque chose de fonctionnel qui utilise l'état, puis qui est invoqué avec le render une seule fois. Fait que je peinture ma page, puis après ça, à l'intérieur de celle-ci, lui va gérer le fait qu'il y a un état qui commence à la date courante, que quand on a fini de faire afficher l'horloge, on part un timer qui nous permet de dire qu'à chaque seconde, on a un nouvel événement.
Puis dans cet événement-là, on dit, OK, ben, je change mon état de ma date pour prendre la date courante, donc je change à la seconde. Puis après ça, React, lui, il va se gérer de rafraîchir la page quand il y a besoin. S'il y a d'autres modifications qui sont faites en même temps, il va les combiner ensemble pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Fait que les choses qu'il faut comprendre, c'est quand je veux utiliser l'état. Donc, comme props, c'est un élément qui est disponible à l'intérieur de la classe. On a à l'intérieur un objet JavaScript qui va avoir différentes propriétés. Donc, en ce moment, j'ai juste date, mais je pourrais avoir un nombre de clics, le nom de la personne, n'importe quoi qui change à l'intérieur. Puis, après ça, on a la méthode setState qui me permet de gérer l'utilisation, la modification du dit état. Donc, quand je veux modifier mon état, il faut absolument que je passe par cette state. Quand je veux aller lire l'état, là, c'est correct d'aller chercher directement le state. OK? Autre chose qu'il faut faire attention. Donc, on va aller regarder dans notre ami la documentation. Fait que, il y a 3 choses à savoir quand on utilise cette state. Parfait. Donc, premièrement, on n'a pas le droit de changer l'état directement. Ça, je vous l'ai dit, on l'a répété. Hein, on ne change pas l'état directement. On utilise cette state pour le faire. Ensuite, le principe, c'est que ça se peut que ça soit asynchrone. Donc, le principe d'élément asynchrone, c'est de dire, je ne sais pas quand est-ce que cette state va être appelée, dans quel ordre ou à quel moment dans mon application ça va être utilisé. OK? Donc, il faut faire attention ou si, admettons, j'ai un counter, OK? Puis je veux l'incrémenter à chaque fois. Bien, je dirais, c'est facile, je vais juste prendre l'état courant du counter, puis je vais prendre un prop qui s'appelle l'incrémentation, puis dire, bien, c'est facile, prends l'état courant, rajoute l'incrément, puis ça devient le nouvel état du compteur. Hein? Ça semble simple et facile. Problème. On a dit que les choses peuvent être asynchrones. Qu'est-ce que ça implique, ça? Donc, on va revenir ici. Qu'est-ce que ça implique quand l'état peut être asynchrone? C'est de dire, OK, bien, ça se peut que le setState soit appelé plusieurs fois de suite sans mettre à jour l'état lui-même. Fait que dans la vie de mon application, fait que, mettons, ici, j'ai mon temps. OK? Puis, à ce moment-là, dans mon state.counter, OK, mettons, mon state.counter, il est à 3. OK, puis mon increment est à 1. OK? Puis, j'appelle cette state 2 fois de suite. OK? Différemment dans mon application, le principe, c'est que lui, quand j'appelle cette state comme ça, lui, il va prendre l'état courant, puis il va l'envoyer comme étant une espèce de contexte. Fait que si j'appelle cette state 2 fois de suite, il va prendre les états courants. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 plus 1. Puis lui, il va faire 3 plus 1. Puis après ça, le counter va être rendu à 4. Parce qu'il a pris l'état courant, c'était pas certain que le setState allait être exécuté initialement. Puis après ça, ben là, on est comme shit, ça, j'ai comme cliqué plusieurs fois, mais ça ne l'a pas fait. Pour être capable de faire ça, OK, on a une deuxième version de setState. Donc, setState a différentes manières d'être utilisé. Hein? Donc, la première, c'est en envoyant l'objet directement. En envoyant l'objet directement comme on a fait ici. Mais on a une manière de dire, prends l'état courant, puis les props courants, puis là, fais quelque chose. Fait qu'on peut voir ici, puis ça ici, je vais passer par-dessus un petit peu plus vite parce qu'on va le revoir plus tard.
c'est de dire, j'envoie une fonction qui va recevoir ça. Donc ici, on peut voir le arrow function. On peut voir ici la méthode au long. Ça, c'est la même chose que d'écrire ça, là. Donc les deux blocs ici, c'est le même principe. Donc j'ai une fonction qui reçoit l'état courant, les props courantes, puis qui va pouvoir utiliser l'état courant plutôt que l'état dans lequel le state a été appelé la dernière fois. Donc, quand on va faire des appels asynchrones avec des librairies qui sont un petit peu plus complexes, bon, je vais revenir là-dessus à ce moment-là, mais le setState va être capable de dire j'ai besoin de prendre l'état précédent, mais il ne faut pas que je prenne le this.state, il faut que je fasse une fonction qui a le state puis le props. Encore une fois, moi, ce que je veux qu'on se souvienne pour l'instant, c'est qu'on utilise setState puis qu'on envoie l'objet, juste savoir qu'il y a d'autres méthodes possibles derrière. Dernière chose qu'il faut savoir, puis encore une fois, c'est pas... Oui, vas-y, Driss. Est-ce on va avoir un exemple concret pour bien assimiler cette partie? Oui, donc après ça, on va revoir les function components, on va revoir cette state, puis on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Par exemple, pour celui-là, l'exemple pratique va venir plus tard, okay? La semaine prochaine, quand on va faire plus d'éléments asynchrones. Okay? Parce que juste de travailler avec les étapes et le set state, ça va être assez pour aujourd'hui. Je veux juste voir un peu les éléments d'horizon en ce moment. Dernière chose à savoir sur le set state. En ce moment, dans les exemples que je vous ai montrés avec la date, okay, et ainsi de suite, il y avait juste un élément d'état. Hein? Donc, si on regarde notre exemple ici, on a dit que dans notre state, on avait un objet avec juste la date. Mais on est capable d'avoir dans le state plusieurs différentes variables, plusieurs différentes propriétés. Donc, je peux, dans mon constructeur, okay, créer dans mon state plusieurs éléments, donc des commentaires, différents posts, des noms de famille, des compteurs, et ainsi de suite. Puis après ça, quand j'appelle le setState, donc ici, on ne verra pas le reste, là, le principe, c'est de juste regarder le setState, je peux seulement mettre à jour la partie qui m'intéresse. Okay? Donc, même si le state a des posts puis a des comments, si j'ai juste besoin de gérer les posts, je peux faire un setState juste sur les posts, puis lui va garder les comments à part sans les détruire, sans rien faire de problématique. Fait que ça me permet d'utiliser, c'est pas mal ça pour cette partie-là, ça me permet d'utiliser des éléments à l'intérieur de mon programme qui vont être mutables, okay? Donc qui vont permettre de se différencier, d'être modifiés. J'ai une question. Oui. C'est quoi la relation entre l'état courant qui est le state et quelque chose de dynamique? Parce qu'on utilise les states quand on a affaire avec quelque chose qui est dynamique, c'est ça? Exactement. Okay. Si tu me permets, on va regarder un exemple typique avec un bouton où c'est que je veux cliquer dedans, puis qui me permet de savoir le nombre de fois que j'ai cliqué dans le bouton. Hein? Okay. On va regarder ça pour voir un élément dynamique. Donc, ici, je vais sauvegarder ça à part. S'il vous plaît, Hugo. Oui. Juste, lorsque vous avez appelé la méthode TIC, après 1000 millisecondes, oui. Après vous avez fait un arrêt. Cet arrêt, je n'ai pas remarqué l'utilisation dans notre exemple. Oui, oui. Mm-hmm. Effectivement, il n'est pas utilisé en fait en ce moment. Okay. Il est utilisé quand, en fait, je ferme la page. Okay? Ou quand je la rafraîchis. Ou c'est que les anciens éléments vont être arrêtés correctement avant de les repartir. C'est bon. OK. C'est toujours comme ça. Ce qu'il y a dans will unmount, c'est ce qu'on fait quand on ferme? Exactement. Donc, si on regarde la description, ça dit cette méthode-là est appelée juste avant qu'un component soit détruit. Donc, le but, c'est de faire un clean-up. Okay? De défaire s'il y a des choses qui sont en cours ou s'il y a des problèmes. Okay? Si tu es en train de faire des requêtes ou des choses, d'arrêter ces éléments-là. Fait que pour comprendre mieux l'état de mutabilité, on va faire quelque chose de plus interactif. Okay? Puis qui va l'aider vers notre projet d'aujourd'hui. Okay? Puis qui va nous permettre aussi de regarder le principe des function components avec du state.
Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un bouton. Et on va dire, dans le bouton, on a clic. OK? Donc, on n'a plus besoin de ceux-là. Enfin, on n'aura pas besoin de tout ça ici. C'était pour démontrer juste le principe de cycle de vie, cette affaire-là. Fait que moi, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir un count qui débute à 0. Toujours avec des classes? Oui, c'est ça. Là, je le commence, je le fais en classe. On va voir la méthode interactive avec l'état qui bouge. Puis après ça, on va transformer celui-là en function component. Très bien, OK. On dit number of clicks, puis on va mettre entre accolades, on est dans du JSX, puis on va utiliser, fait que là, je peux faire this.state.count. OK. Puis on va le mettre en H2 aussi, c'est un petit peu trop grand sinon. OK. Fait qu'on a ici le nombre de clics. On a une affaire que je peux cliquer dessus. Là, ce que je veux faire, c'est faire en sorte que quand je clique dessus, ça fait un clic puis que ça l'exécute ce que j'ai besoin. Fait que ce que je veux faire ici, c'est une méthode qui va me permettre d'incrémenter le count. OK? Donc, je vais l'appeler click handler. Donc, cette méthode-là, son but, c'est d'incrémenter le count de 1. OK? Donc, pour incrémenter le count de 1, on va ici utiliser, je vais le faire de deux manières, là, juste rapidement pour vous prouver que ça marche. Donc, on a le setState, on a notre objet JavaScript à l'intérieur, puis on va avoir count plus 1. Exact. Ça ici, puis ça ici, c'est un objet JavaScript qui count dedans. Ça ici, c'est la mauvaise manière de faire, mais c'est la manière qu'on va comprendre le plus rapidement. OK? Donc, je monte celui-là juste pour montrer que ça va fonctionner. Puis après ça, je vais montrer la bonne méthode de le faire tout de suite après. Fait qu'on a ça. OK? Fait que là, on a le click handler. Mais en ce moment, le problème, c'est que quand je clique là-dessus, il n'y a rien qui s'attache à ça. Donc, ce que je peux faire, c'est dans mon bouton, hein, donc, on a des attributs qui me permettent de dire j'ai certains éléments qui vont se passer. Donc, on a l'attribut onClick qui me permet de spécifier une méthode à activer. Donc, ici, quand je suis sur React, le onClick a besoin d'une méthode. Pas l'appel de la méthode, mais la référence à la méthode. Fait qu'ici, on a notre click handler qui est ici. Fait que ce qu'on a, c'est le principe. J'ai click handler, ça change l'état, ça change le count. En prenant le count courant, ça rajoute 1. J'ai l'affichage du count qui est ici. Puis, quand je fais onClick, ça va voir la référence de click handler, puis ça l'utilise pour changer le count. Fait que si je clique, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Oui, c'est ça. C'est justement le principe qu'il va falloir tout de suite utiliser la bonne version. Zut. Je pensais pouvoir m'en sortir. Là. Mais il va falloir utiliser notre ami, le arrow function, qui va être capable de me dire count.
Là, il me manque des parenthèses. Non? J'ai-tu manqué quelque chose? J'ai fait mon petit test. On va aller voir ce que j'ai fait de pas correct. Il y a Bernard qui envoie un message, il dit les parenthèses dans OnClick. En fait, non, justement. Il faut que ce soit la référence qui est invoquée. Donc, contrairement à ce qu'on a en pur HTML, okay? Donc, effectivement, en HTML, il faudrait que ce soit avec des parenthèses. Ici, ce qu'il va falloir envoyer, c'est vraiment la référence vers la fonction qui va être invoquée. Ici, on a ça, je l'ai appelé comme ça. Props, ça c'est correct. Okay, cette forme, vous avez écrit count, .state.count. Les deux points, ça, c'est nouveau pour moi, je ne sais pas. Ça ici, tu parles? Count, deux points, c'est quoi? Ouais. Ça ici, c'est quand on crée un objet JavaScript. Ça, c'est une initialisation. Exactement, là. C'est dire qu'on a une propriété count, puis à l'intérieur de la propriété count, ça va être 0. Oui, ça. Et l'autre? Pour celui-là ici, tu parles? Ou lequel autre? Normalement, c'est l'affectation. Il reçoit le... Ouais, c'est ça, là. Qu'est-ce que j'ai pas écrit de correct à l'intérieur de ça? Ah, OK. Ouais. En fait, mon problème ici, c'est que je suis tellement plus habitué d'utiliser les classes qu'il y a certains problèmes avec le binding qui vont arriver. Ce que je vais faire, c'est je vais refaire cet exercice-là de côté, puis je vais revenir dessus, mais à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer au principe de hook, qui va nous voir pourquoi est-ce que c'est utile, le principe de hook, c'est que ça nous évite d'avoir ce genre de problème-là. Donc, à l'intérieur de ça, on va passer à notre version avec un cliqueur qui va utiliser les hooks à la place. Donc, je sais c'est quoi mon erreur, là, mais je ne suis plus certain comment le réparer parce que c'est la manière que le this existe en JavaScript, c'est pas la même chose qu'habituellement. Fait que ici, il n'est pas capable de comprendre c'est quoi le this à l'intérieur du click handler. C'est fatigant. Fait que on va refaire ça, mais avec un function component, puis on va regarder comment voir ça dans un function component. Fait que on avait vu le principe de function component comme étant une fonction, on a notre clicker, on peut avoir des props si on en a besoin, nous autres on n'en utilisera pas, fait qu'on n'en a pas besoin. Puis à l'intérieur, on va avoir le return qui va être qu'est-ce que nous on veut renvoyer, puis on peut le mettre en JSX. Fait qu'on va dire, mettons, div, puis là je veux dire counter, 2 points, puis là je vais pouvoir avoir mon counter, puis après ça, je vais pouvoir mettre, on va le mettre comme il faut, div, je vais pouvoir mettre mon bouton que j'avais tantôt. Il va être le clic. Comme ça. En ce moment, on a le counter. OK? En ce moment, il n'y a pas d'information. Puis, on va avoir le bouton clic qui est disponible. Fait que pour être capable d'avoir un état quelconque, OK, dans un function component, il va falloir utiliser une méthode qui va me donner le même principe que j'utilisais à l'intérieur de la classe. Donc,
dans la classe, on avait vu qu'on avait un this.count. Puis après ça, on avait le this.setState qui me permettait d'aller modifier cet état-là. Donc, quand on veut avoir un état quelconque, ça va toujours se passer avec deux éléments. Hein? Un élément qui est l'état qu'on veut changer, qui est en lecture seule. Hein? Puis, on va avoir une méthode mutatrice. Okay? Donc, le mutateur. Comment est-ce que ça marche avec les hooks dans les function components comme ici? C'est qu'on va avoir une nouvelle fonction qui va me donner ces deux éléments-là. Fait qu'on va avoir une fonction qui s'appelle useState qui va me permettre d'avoir la fonction setState puis l'état tout seul sans avoir à faire toute la paperasse autour avec le constructeur puis le this.state à chaque élément. Fait que pour être capable de faire ça, la première étape, ça va être d'importer la méthode useState de notre librairie React. Là, en ce moment, elle n'est pas utilisée. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est utiliser cette méthode-là pour créer ce que nous, on a besoin. Donc, on va utiliser useState pour avoir un count puis avoir un setState. Pour être capable de faire ça, la fonction useState, comment elle marche? Oups, on a Tierno qui est parti et qui veut revenir. On va le réinviter. Donc, pour utiliser le useState, la méthode useState reçoit l'élément initial, okay, la valeur initiale que je veux avoir. Fait que si je reviens ici, useState, okay, ça prend la valeur initiale que je veux que ça aille. Donc, mon compteur, je veux que ça soit 0. Puis après ça, le useState retourne un tableau de 2 cases. Donc, ça retourne un tableau de 2 cases. Dans la première case, il va y avoir ma variable en lecture seule. Puis, dans la deuxième case, il va y avoir la référence à la méthode qui me permet de modifier cet état-là. Donc, c'est le même principe qu'on utilisait avant. C'est juste qu'on utilise un mécanisme automatique pour ne pas avoir à faire toute la paperasse. Hein, je vous avais dit, quand on travaille avec nos amis en JavaScript, on a travaillé très fort pour ne pas travailler tant que ça. Tu as dit, c'est quoi dans la deuxième case du tableau? C'est une référence à quoi? Une référence à une fonction pour utiliser le setState. OK. Fait en gros, c'est le setState, c'est comme ça que tu vas l'utiliser. Là, ici, pour se simplifier la vie, okay, encore une fois, on veut simplifier la vie, on veut faire le moins possible. On va utiliser, encore une fois, la déconstruction d'éléments. OK? Donc, laissez-moi retrouver ça ici. Ici. Donc, je vous ai dit que la fonction retourne un tableau de plusieurs cases, là, dont les 2 premières cases, c'est ça importante. On avait le object destructuring qu'on avait vu. Hein? Donc, quand tu mettais les accolades, tu allais chercher directement la bonne affaire. On a le même principe avec les tableaux. Donc, ici, si j'ai un tableau, OK, avec 3 cases, je peux prendre ce tableau-là puis aller l'assigner en déconstruisant, puis ça va faire automatiquement une variable red. Ça va prendre le contenu de la première case, ça va aller le mettre dans cet élément-là. Ça va construire une deuxième variable yellow, ça va prendre le contenu de la deuxième case, ça va aller le mettre dedans. Ça va construire une variable green, ça va prendre le contenu de la troisième case, puis ça va aller le mettre dedans. Donc, pour se simplifier la vie, on dit que le useState, ça retourne un tableau de 2 cases. La première case, c'est la variable que je veux utiliser en lecture seule. La deuxième case, c'est la méthode, la fonction qui va me permettre de modifier cet élément-là.
Fait que je peux utiliser la déconstruction de tableau pour dire j'ai mon count. Puis là, le useState, ça va être pour chacune des variables. Fait qu'on va pouvoir dire set count ici. Donc, les noms que j'y donne, puis ici, il faut que ce soit des déclarations de variables. S'il vous plaît, M. Hugo, vas-y. ici, on a plusieurs variables. Par exemple, count est une autre variable. Il va falloir faire un useState pour chacun. Donc, ici, admettons, je pourrais avoir un autre qui serait avec name, puis setName. Puis, c'est moi qui décide les noms ici. Puis, ici, j'utilise le useState. Puis, je pourrais avoir un nom initial qui serait Hugo. OK. Donc, une fois qu'on a ce principe-là, ben, j'ai littéralement la variable que je veux utiliser. Fait que je peux ici mettre mon count. Puis, je peux utiliser ici cette méthode-là pour faire mon setCount. OK? Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est être fancy un petit peu, puis dire... attends, on va commencer avec la version non fancy. Fait qu'on va dire click handler. C'est égal à une méthode qui fait setCount, count plus 1. Et là, je vais pouvoir dire ici, un clic, ça fait ça. Puis maintenant, si je m'en vais dans mon application, OK, quand je la réinitialise, ça prend l'état initial à 0. Puis quand je clique, je peux voir que ça appelle le click handler. Le click handler appelle setCount, utilise le count courant, puis permet de faire plus 1. OK? Donc, on a ici notre clic, 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 clic qui fonctionne. En passant ici, ce que j'ai écrit ici, c'est une arrow function. Donc, ça crée une fonction. La référence à la fonction est assignée au click handler ici. Puis, c'est ça que j'écris ici. Je peux bypasser au complet cette affaire-là en disant mon click handler, c'est directement cette méthode-là. Puis, on écrit moins de code. Puis, on a la même fonctionnalité à l'intérieur. Donc, ça ici, ça nous permet de dire, OK, j'ai un état qui va être modifié. Je suis capable de modifier l'état en utilisant la méthode qui a été créée avec useState. Puis, je peux à n'importe quel moment utiliser le count pour dire, OK, ben c'est ça l'état courant que je veux représenter. Fait que ça ici, c'est pas mal qu'est-ce que je veux qu'on soit capable d'utiliser à la fin d'aujourd'hui. Donc, d'utiliser la méthode useState, qu'il faut faire attention, il faut l'importer dans nos différents components. Puis, avec ça, on a deux retours. Enfin, on a un tableau de deux cases que nous, on déconstruit pour faire deux éléments différents. Un qui est la variable que je vais utiliser. Un deuxième qui est la fonction qui permet de modifier cet état-là. Puis, à partir de là, je peux l'utiliser dans mes différents endroits pour faire ce que j'ai besoin. Good. Fait que je vais... on va prendre une pause. Donc, oui. Un petit 15 minutes de pause. Je pause aussi l'enregistrement. OK, fait qu'on est revenu. Donc, revenu de la pause, j'ai arrêté de regarder là, parce que ça me fait chier quand il y a des affaires que je fais qui ne marchent pas. Fait que j'ai été voir pourquoi. Qu'est-ce que j'avais oublié dans mon code. Puis, c'est la raison, en fait, j'ai fait l'erreur typique qui est la raison pourquoi est-ce qu'on a rajouté les hooks. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait tantôt comme code? C'était celui-là. Je n'avais pas cette merveilleuse ligne-là. Puis, quand je cliquais sur le clic, ça disait « Hey, dans ton code, le this est undefined ». Ici, la problématique, c'est que en classe en JavaScript, le this est utilisé par rapport au contexte le plus rapproché. Okay? Même si tu es dans une classe, le this ne représente pas
l'instance de la classe, contrairement à tous les langages orientés objet. Hein, parce que JavaScript, ça a des classes, mais c'est un langage de prototypage, ce n'est pas un langage orienté objet pur. Donc, dans le click handler, le this représente le click handler, pas l'instance au complet. Donc, c'est l'erreur typique qui est la raison pourquoi est-ce qu'on a commencé à utiliser les hooks, parce qu'il y a plein d'erreurs comme ça qui peuvent arriver. Là, ici, ce qu'il faut faire, c'est rajouter en fait que c'est le this courant du constructeur qui est l'instance qui va être le this de cette méthode-là. Donc, la méthode bind, son but, c'est de changer c'est quoi le this de cet élément-là. Fait que je dis bind le this du constructeur au click handler, puis à partir de là, notre set state qu'on avait tantôt commence à fonctionner normalement. Ça veut dire il va nous bind, il va nous dire qui est qui. Exactement. Le bind, ça dit... va chercher le vrai this. Ben, le vrai this. Celui-là que moi je veux, mettons. Oh, exact. Exact. OK. Fait qu'on est bon avec ça. On est capable de créer des états, mais comme j'ai dit, nous, on va préconiser l'utilisation d'états avec les function components, parce que c'est ça qui est utilisé de manière moderne, c'est ça que dans le futur, on va utiliser. Fait que c'est là-dessus que je veux qu'on se pratique. Prochaine chose qu'on va voir. On va regarder comment utiliser des components de d'autres mondes. OK? Donc, aujourd'hui, le but du travail, si je vous montre un petit peu c'est quoi, on va arrêter ça ici, on va changer ça de place, on va fermer ça. Donc, on va regarder le travail à faire aujourd'hui. Je suis à la bonne place, on va cliquer là-dessus. Je clique là-dessus, je fais des choses hors d'écran, des choses très importantes. OK. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à qu'est-ce qu'on vient de faire comme exercice. OK? Donc, les évaluations, vous allez voir, ce n'est pas très fancy. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Donc, le principe, c'est qu'on a le même compteur, OK, avec notre bouton. On peut cliquer dessus. OK? On a un deuxième piton qui est le bouton Reset qui le remet à 0. Puis, je peux le resetter comme j'ai besoin. Avec ça, on a évidemment là ici, j'avais tout mis comme dans la même page, là, mais on va prendre la même modularité qu'on avait la dernière fois. Fait que je veux avoir un component qui va représenter cet élément-là. Donc, en fait, si je regarde dans mon explorateur, puis je regarde mes différents components, je peux voir ici que j'ai mon clicker, okay, qui est toute cette partie-là. Puis, à l'intérieur, j'ai l'élément avec l'état qui change au fur et à mesure. Puis, quand je clique sur Reset, ça se remet à 0. OK? Donc, ça l'utilise, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est un functional component. À l'intérieur, on a les éléments. Mais en plus de ça, OK? Donc, premièrement, on va avoir le bouton Reset à ajouter. Mais deuxièmement, ces boutons-là, là, OK? Ce n'est pas le bouton qu'on a vu tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, ça vient de où, ce bouton-là? Ça ressemble à quoi, ça? Oh! C'est des pitons de Bootstrap. Donc, Bootstrap, librairie CSS qu'on peut utiliser pour facilement avoir une interface qui n'a pas de l'air des années 90. Le principe ici, c'est que les éléments de Bootstrap, okay, à place d'être des éléments qui vont être gérés en CSS, on va pouvoir les utiliser en tant que component React. Donc, l'idée ici, c'est de dire, je vais avoir des components React qui vont automatiquement être les éléments de Bootstrap. Fait qu'on va regarder comment utiliser une librairie externe, l'amener dans mon projet, puis utiliser ces components-là dans mon projet. Donc, pour être capable de faire... Hein, c'est cool, hein? Ah oui, oui, oui.
Fait que vous allez voir que le principe, un des éléments importants en tant que développeur web, c'est de ne pas réinventer la roue. OK? Il y a des centaines de millions d'heures qui ont été déjà passées par d'autres mondes. Heureusement. Notre but, ici, Alexandre, ça fait peut-être 10 minutes qu'on a recommencé. 8 minutes, en fait. Donc, on va voir comment rechercher ces différentes librairies-là, comment les importer dans le projet, puis finalement, comment les utiliser. Fait que le principe ici, c'est, bon, je reviens ici, donc si je cherche Bootstrap, hein, on sait qu'on a la librairie Bootstrap qui est disponible. Pour nous, ce qu'on veut, ce n'est pas littéralement la librairie Bootstrap, c'est une interface pour React pour être capable de faire ça. Fait qu'ici, ce que tu fais, c'est que tu dis Bootstrap, tu marques React après, puis tu regardes le premier lien dans Google, puis tu es comme React Bootstrap, c'est peut-être qu'est-ce que je veux. Donc, on voit ici, on a le front-end de Bootstrap qui est rebâti pour React. Hey, parle-moi de ça, ça sonne exactement comme qu'est-ce que je veux. Oui, oui. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour utiliser des librairies externes, il va falloir installer ces librairies-là. Puis, une fois que ces librairies-là sont installées, on va les utiliser dans nos projets. Fait que la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer la librairie. Donc, pour installer la librairie... Pour chaque projet, s'il vous plaît, Hugo, pour chaque projet, on fait ça? Pour chaque projet dans lequel tu veux vouloir utiliser la librairie, oui. Sinon, après, on peut importer directement ce qu'on a utilisé dans projet 1. On va la mettre dans projet 2. Ce n'est pas la peine de les réinstaller. Exact. Bien, en fait, le principe, c'est... on va voir que... Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Blablabla. Bla, bla, bla. On va fermer pour l'instant notre projet. On va revenir ici, puis on va travailler, puis on va reprendre notre app ici. OK. On va se refaire ça comme il faut. OK, on a notre petite app, puis on va se faire un function app return. Puis ici, un petit div. Ça, on va mettre ça là-dedans. Come on. Pas facile les divs, hein? Qu'est-ce que j'écris de pas correct? Je ne suis pas là. App est là, render là. J'ai mon div qui termine. OK. Je sais juste pourquoi il ne voulait pas faire l'indentation automatique. Là. Je suis comme tout déboussolé. Ah. Je viens de revenir. Comment qu'on appelle le projet? C'est quoi qu'on fait? En ce moment, ben là, je suis juste en train de refaire le projet de base. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une librairie externe, celle de Bootstrap, pour être capable de gérer notre projet puis utiliser des librairies externes. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait qu'on peut appeler ça comme Reapp avec Bootstrap, genre? C'est un exemple. Ouais, exact. Non, le div, il va l'autre bord. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celle-là, ça c'est correct, ça c'est correct. Une question, pourquoi on ne peut pas juste utiliser mettons, le bouton de JSX avec une classe de Bootstrap? Tu peux totalement. Ici, c'est juste le principe de voir qu'il y a des components qui existent déjà. OK? Puis là, j'en prends un qui est simple parce que ça va être facile à utiliser. Mais c'est comme, mettons que tu veux un calendrier qui peut prendre des événements puis automatiquement tout gérer. Ben, tu cherches React Calendar puis il va y avoir un component déjà préfait pour toi pour tout faire ça, tu sais.
OK. Ou si tu veux interfacer avec Google Maps, à la place d'avoir un paquet de JavaScript, puis 50 millions de tokens à faire, puis plein d'affaires à configurer, tu vas chercher le component de React qui va juste envoyer les bons props, puis tout se fait automatiquement. OK. Fait que si le principe, c'est toujours de se simplifier la vie. Tu sais. Ah, OK, bon. Je n'avais pu écrire pendant un instant. Désolé. On est revenu à notre projet. Fait que le principe, c'est d'installer ces librairies-là pour qu'ils soient disponibles. OK? Donc, pour être capable de faire ça, on va dans notre terminal, puis il va falloir installer les librairies dans notre projet. OK? Donc, je suis dans notre dossier du projet. Puis si je regarde ici dans notre élément, ce qu'on va vouloir faire, c'est npm install. Puis on va installer 2 librairies, 2 modules. Un qui va être Bootstrap lui-même, donc les librairies CSS de base que je voudrais utiliser. Puis la version React que je vais vouloir utiliser par la suite. OK? Donc ici, on va faire npm install Bootstrap puis React Bootstrap. Donc là, ça va chercher sur Internet, ça le télécharge, ça l'installe sur mon ordi. Puis, ce que je vais aller voir qui est intéressant, OK, parfait, c'est ah oui, c'est ça, j'ai oublié. J'ai oublié une commande. Pour être capable de l'avoir en tout temps, hein, parce que on se souvient, quand vous téléchargez votre projet, mettons, de GitHub, en ce moment, il est disponible là, dans mon projet, mais si, mettons, je veux donner mon projet à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse l'installer de son bord, il faut le rajouter dans ce qu'on appelle le package.json. Ça ici, en gros, c'est tous les packages que notre projet a besoin. Fait que si tu regardes ici, j'ai les différentes dependencies, j'ai mon React, OK, qui est ici, j'ai le React Bootstrap qui est ici. Hein? C'est pas automatique qu'il l'ajoute dans ah oui, c'est JSON? ça, il les a rajoutés ici, justement. Oui, oui, c'est ça. On voit qu'il les a rajoutés. Là. Tout va bien. Ça. Fait que, juste avec ce fichier-là, ça permet que la prochaine fois, si je fais un autre projet, j'ai juste à prendre ce fichier-là, puis faire le npm install, puis tout va se faire auto-magiquement. Fait que je l'ai maintenant installé. Si je regarde ici, il va falloir rajouter la librairie CSS de Bootstrap dans un de nos, en fait, dans notre, sur notre index.js, sur notre app.js. Fait qu'on peut l'inclure ici. Puis, une fois qu'on a géré ça, on peut commencer à utiliser les différents éléments. Fait que, on peut ici y aller puis voir comment utiliser les différents components. Hein? Parce que quand j'utilise une librairie de React, ce que je veux savoir, c'est comment utiliser les différents components. Fait que je m'envoie les components. J'ai la liste de tous les éléments habituels de Bootstrap. OK? Fait que si je veux mes amis les boutons, je vais voir les différents boutons. Puis, si je regarde ici, ben, pour utiliser un bouton, j'utilise un component qui s'appelle bouton avec un B majuscule. Puis, si je veux avoir différents types de boutons, je peux envoyer un props qui s'appelle variante, hein, ça le dit ici, pour savoir lequel type de bouton je veux avoir. Fait que si je veux le bouton ici, je peux avoir button. Puis, pour pouvoir l'utiliser, par exemple, il faut que je l'importe. Hein? Donc, le principe ici, c'est que juste ça, si je regarde ça, puis que je regarde ma petite application, ça fait que moi, non, button, il n'existe pas parce qu'il n'a pas été importé dans mon élément. Donc, si on regarde ici, on peut voir que de la même manière que quand nous, on faisait un component puis qu'on l'utilisait dans un autre component, il fallait importer celui-là. Tu sais, dans notre quote list, on utilisait nos quotes, il fallait l'importer. Bien, c'est le même principe. Donc, on peut aller chercher dans notre librairie React Bootstrap
le button, puis on importe le bouton. Fait que on rajoute ça à notre élément ici. Puis, soudainement, j'ai mon bouton Bootstrap qui est maintenant disponible, OK, dans mon projet. Donc, j'ai le bouton, je peux cliquer dessus. Si je voudrais avoir le on-click, je peux le mettre ici comme je l'avais auparavant, OK, ou je pourrais mettre une fonction quelconque, comme j'avais fait dans mon autre bouton de tantôt. Mais le principe, c'est que j'ai maintenant la librairie de Bootstrap qui est représentée en tant que component en React. C'est cool. Parfait. D'accord. J'ai une petite question sur l'installation de Bootstrap. Oui. Tu as fait quoi? Tu as fait NPM? Fait que dans la documentation, il faut savoir c'est quoi le nom de la librairie. Fait que j'ai été voir dans la documentation du logiciel. Puis lui, ça dit, ben, ça s'appelle React Bootstrap. Fait que je peux faire npm install React Bootstrap. Lui dit, en passant, il faut que tu ailles aussi la librairie de Bootstrap standard. Donc, j'ai aussi inclus Bootstrap standard. Ça l'a installé les deux. OK. Fait que moi, si j'ai fait npm install Bootstrap, j'en ai un d'installer. Exact. Là, il faudrait que je fasse l'autre. OK, c'est bon. Exactement. Merci. Mais s'il vous plaît, Hugo, dans notre exercice, on aura un lien de votre part. Ben, en fait, pour l'exercice, celui que vous allez télécharger, il faut faire un npm install comme la semaine passée, puis il est déjà dans la liste de ceux qui vont être téléchargés. npm install pour installer toutes les librairies. Ah, puis à partir de là, ça veut dire on refait tout. OK. Et voilà. Oui, Alexandre? Oui, excuse-moi, j'ai perdu un petit bout. Là, je regarde ton code. Où est-ce que dans le code, il y a l'allusion que ton bouton est de la couleur primary? Ici, c'est juste parce que j'ai pas mis de props. Fait que par défaut, ça prend le primary parce que c'est le type par défaut. OK? D'accord. Donc, ici, si je veux montrer que ça marche quand même, là, on va avoir les components, on va aller voir nos amis des boutons, puis admettons que je dis success. Fait que je peux dire variante est égale à success. OK. Je retourne voir mon petit terrain. Puis je peux voir qu'effectivement, il est conscient de ça. Parfait. OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce que je m'attends de vous aujourd'hui. Je vais... Peux-tu poser une petite question encore rapide? Bien, certainement. Comment... Mettons, là, pas de questions, il y a juste des questions pour moi. OK. Si j'ai tout fait ça en ligne de commande, là, j'ai tout fait le NPX, toutes les affaires. NPM. NPM. Ouais. Install. Ouais, OK. Install. Mais j'ai fait NPX Create React App. Ouais. Avant. OK. Là, comment je peux-tu, en ligne de commande, aller chercher mon fichier app puis l'ouvrir dans mon Visual Studio? Oui, si tu peux marquer code, puis juste mettre un espace point, puis ça va ouvrir Visual Studio Code dans ce dossier-là en passant. Fait que c'était dans ton affaire. Hein. Ah, OK. Par défaut, tu devrais avoir. Puis ça l'ouvre Visual Studio Code dans ce dossier-là. Habituellement. Si tu as installé en cochant toutes les options, là, ça vient avec. OK. Ah, ouais, c'est bon. Excellent. Merci. Parfait. Fait que là, j'ai pasté dans le lien de Zoom, j'ai pasté sur Teams le nouveau problème de la semaine, qui était celui-là ici. Fait que le principe, c'est d'être capable de gérer notre état. Okay? Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis, c'est juste de rajouter quelques éléments de plus. Donc, ça va être le principe qu'il faut que ce soit un component à part, donc dans son propre fichier, que je nomme clicker. Puis, à l'intérieur, on a le count. On a un bouton avec un clic qui incrémente notre élément, un bouton reset qui remet notre count à 0. Les deux boutons doivent être des boutons de
Bootstrap. Puis, il y en a certains qui font ça trop vite, fait que j'ai même mis un extra. Dans l'extra, je veux que vous utilisiez le layout de Bootstrap pour être capable de faire en sorte que, si on regarde ici, là, okay, le texte est centré par rapport aux éléments. On voit que ça reste centré. Puis, si on devient trop petit, ça devient okay, un élément qui devient un par-dessus l'autre. Donc, si vous allez voir dans la librairie de Bootstrap, on a la possibilité de faire des layouts avec des lignes, puis des colonnes, puis un système de grid. Donc, ceux qui finissent ça dans les 30 prochaines minutes peuvent aller travailler avec ça. Comme la dernière fois, le projet a des tests. Donc, le projet doit passer les tests. Puis, ce laboratoire-là, ça va être votre premier laboratoire évalué. Okay? Donc, avant la semaine prochaine, donc vous avez la semaine au complet pour travailler là-dessus, je veux que ça soit fonctionnel puis que vous avez votre petit checkmark okay, vert sur GitHub. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, si on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas là que je veux aller. Je veux vous montrer. C'est ici. Donc, j'ai rajouté un élément cette semaine dans le template par défaut. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans Zoom ou dans Teams, okay, vous allez recopier le repo de manière personnelle, vous allez le cloner sur votre ordinateur, vous allez travailler dessus, vous allez faire un commit, vous allez faire un push, ça va permettre de tester pratiquement. Mais vous allez voir que dès le départ, vous allez avoir un pull request. Okay? Donc, le but de ce pull request-là, contrairement à la dernière fois où c'est que c'était de mettre à jour les éléments, ça va être un pull request que vous allez laisser ouvert. Okay? Donc, vous ne le mergez pas comme la dernière fois, vous le laissez ouvert. Puis, celui-là, ça va être un élément de feedback que vous avez avec moi. Donc, à l'intérieur de ça, à chaque fois que vous allez avoir, et ici c'est un message automatique, à chaque fois que vous allez avoir un commit qui a été fait, donc ça va apparaître ici, puis moi je vais pouvoir commenter sur qu'est-ce qui se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre, c'est comme une espèce de conversation personnelle entre nous deux sur cet élément-là. Okay? Donc, dans votre repo que vous allez avoir pour le projet, il y a un pull request, il s'appelle feedback. Il ne faut pas le fermer, il ne faut pas le merger, on le laisse là, okay? Il va rester ouvert, puis ça nous permet d'avoir un dialogue autour du code. Okay? Parce que moi, ce que ça me permet de faire, c'est d'aller dans le code à l'intérieur, puis d'aller me laisser des commentaires, de dire, OK, ben, telle ligne, ça devrait être telle affaire qui devrait être mieux, puis ça permet d'avoir une meilleure interactivité dans notre code. Fait que, si vous avez des problèmes, ce que vous faites, c'est que vous faites un commit avec le code courant, puis après ça, vous commencez à me jaser. Comme ça, on peut aller voir votre code, puis moi, je peux commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, puis vous laisser des commentaires aux endroits opportuns. C'est pas mal ça pour la partie théorique de la journée. Donc, pour le restant de la journée, je veux qu'on travaille sur le projet qui est notre premier laboratoire évalué. Pendant ce temps-là, évidemment, si vous avez des questions, vous allez pouvoir me jaser sur Teams, me téléphoner. Moi, je vais aussi préparer la solution pour les 2 dernières semaines, puis je vais vous envoyer des pull requests à merger pour les solutions des 2 dernières semaines. Fait que ça devrait arriver dans la prochaine heure, là, le temps que je prépare ça. Hugo? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Oui, Mathieu. Ben, c'est la même question que la dernière fois. Est-ce que tu vas rapidement mettre la vidéo en ligne? Parce que je vais le réécouter avant de faire le travail. Certainement. La vidéo arrive aussi vite que possible. C'est juste qu'il faut qu'il se processe sur mon ordinateur puis qu'il s'upload. Puis après ça, que YouTube le processe. Ça prend une bonne vingtaine de minutes. Non, plus vite. Hein? Ah oui? C'est plus vite que ça? Il faut que ce soit plus vite.
OK, mais c'est blague, difficile c'est à une blague. faire. C'est une blague. Mon Et on ordi doit coûte contacter très cher YouTube. déjà. Je veux juste dire, c'est à titre expérimental, mais quand la vidéo va être uploadée, je vais essayer de mettre des timestamps qui vont être à 1-2 minutes près, parce que c'est mon premier essai, mais ça devrait aider à se repérer dans les différentes parties du cours. Fait que vous irez voir les commentaires après ça. Fait que je vais terminer la vidéo à l'instant même, comme ça va commencer.